Bonjour, bienvenue, je suis Amandine, la fondatrice du Journal pour Soi et également votre hôte sur le podcast Pour Soi. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou que vous traversez un moment difficile dans votre vie, comme la perte d'un proche, un burn-out, une séparation ou une maladie, ce podcast est fait pour vous. À travers des interviews avec des professionnels du bien-être, nous allons vous donner des solutions concrètes pour faire face à ce que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Laura Nicole. Laura Nicole est psychologue clinicienne et à travers cette interview, elle va nous expliquer les différents types de psychologues qui existent, mais également la différence entre les psychiatres, les psychologues, les psychopraticiens, les thérapeutes et les psychanalystes. Elle nous expliquera comment se déroule une première consultation, elle nous donnera différents exemples d'épreuves que ses patients traversent et sur lesquelles elle les aide à aller mieux, et elle nous expliquera également comment une thérapie peut participer à l'amélioration de notre confiance en soi. J'ai adoré interviewer Laura, j'ai trouvé ses réponses riches en informations, j'ai pu apprendre plein de choses et j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laura, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Pour Soi. Bonjour. On va passer tout de suite à la première question. Alors la psychothérapie, qu'est-ce que c'est exactement et en quoi ça consiste ? Alors, la psychothérapie, c'est la prise en charge thérapeutique des troubles psychiques ou somatiques, qu'on appelle notamment psychosomatiques, c'est-à-dire des troubles qui peuvent être physiques mais qui ont un lien avec le versant psychologique. Et donc la psychothérapie, c'est la prise en charge de ça, mais sur un versant psychologique, d'où le nom psychothérapie. C'est pas une thérapie médicamenteuse, c'est une thérapie au sein de laquelle on va travailler avec le psychologique. Alors je ne savais pas, mais j'ai cru comprendre qu'il existait différents types de psychologues. Donc toi tu es psychologue clinicienne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les autres types de psychologues ? Alors je trouve que c'est une question très importante parce que c'est notamment pour cette question-là que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, parce que je me suis rendu compte en fait avec mes patients mais aussi avec mon entourage que c'était un milieu, le milieu de la psychologie, qui était très opaque pour les personnes et qu'en fait la plupart du temps les patients ne savaient même pas qui ils allaient voir finalement, alors qu'il y a beaucoup de différences. Donc déjà il y a les psychiatres. Donc les psychiatres, ce sont des médecins, mais des médecins des maladies mentales. Donc eux, ils sont là pour faire des diagnostics de maladies mentales. Donc ce qu'on appelle maladie mentale, c'est vraiment ce qui est de l'ordre de la psychiatrie. Donc par exemple la schizophrénie, les dépressions extrêmement sévères, la bipolarité. Et donc les psychiatres, à l'origine, sont là pour poser un diagnostic et pour donner un traitement médicamenteux. Maintenant, il y a de plus en plus de psychiatres qui se forment également à la psychothérapie et qui peuvent assurer un suivi psychothérapeutique. Mais ce n'est pas le cas de tous les psychiatres. À la base, ce n'est pas ça leur rôle. Ensuite, donc, il y a les psychologues. Donc, dans les psychologues, il y a différents psychologues. Il y a les psychologues cliniciens, donc ce que je suis. On a passé donc un master de psychologie clinique. C'est notamment nous qui pouvons faire les psychothérapies à l'origine. Ensuite, il y a les psychologues du développement qui, eux, vont plutôt être spécialisés sur le développement de l'enfant ou le développement de la personne de l'enfance à l'âge adulte et après aux personnes âgées. Il y a les psychologues qui ont fait un master de psychologie sociale qui, eux, vont plutôt être psychologues du travail. Donc, c'est des points qui paraissent séparés mais qui peuvent se rejoindre parce qu'un psychologue clinicien, par exemple, peut aussi travailler en entreprise. Mais ce sont quand même des spécialités à la base. Mais là, on reste que dans le domaine de la psychologie. Ce sont vraiment des personnes, ces 3 personnes-là, qui ont un master. Ça, c'est important. Parce qu'ensuite, il y a ce qu'on appelle les psychothérapeutes. Les psychothérapeutes, à la base, c'était un titre qui n'était pas réglementé. Donc, tout le monde, en fait, pouvait s'improviser psychothérapeute. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un titre qui est réglementé, mais depuis peu. Et donc, il faut être psychologue clinicien pour l'avoir ou avoir fait un certain nombre de formations en psychothérapie avec des stages en institution. Donc maintenant, quand vous allez voir un psychothérapeute, c'est un titre qui est protégé. Mais du coup, depuis que ce titre a été protégé, il y a peu, je crois que c'est en 2014, eh bien, on a vu fleurir d'autres termes, notamment psychopraticien. Donc le terme psychopraticien, c'est celui qui est venu après celui de psychothérapeute.
et qui est en fait pour toutes les personnes qui n'ont pas de diplôme en psychologie, tout du moins qui ne sont pas psychologues. Alors je ne dis pas que ce sont des gens qui n'ont pas de qualification, parce qu'il y a des psychopraticiens qui ne sont pas là pour escroquer les gens, pour faire du mal aux gens, et qui ont fait beaucoup de formation pour pouvoir être psychopraticiens. Mais ce ne sont pas des psychologues ni des psychiatres, et le risque avec ce terme un petit peu où tout le monde peut se l'approprier, c'est que on peut rencontrer des gens qui sont malveillants ou qui n'ont aucune qualification, tout du moins, puisque n'importe qui, demain, peut s'installer et dire « je suis psychopraticien ». Donc il y a ça, il y a aussi le terme du coup de thérapeute qui fleurit un peu partout. Donc ils ont enlevé le psycho, ils ont gardé le thérapeute, et ça c'est pareil, c'est un terme qui n'est pas réglementé. Donc n'importe qui peut s'improviser thérapeute de n'importe quoi. Et il y a aussi les psychanalystes. Alors les psychanalystes parfois sont aussi psychologues, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça c'est important de le préciser. La psychanalyse c'est un courant à part entière de la psychologie. Ce n'est pas le seul et l'unique, même si ça a été le courant majoritaire en France pendant pas mal d'années. C'est en train de changer. Mais donc, pour être psychanalyste, il faut avoir fait une école de psychanalyse et avoir fait soi-même une psychanalyse. Donc voilà, ça c'est un petit peu les différentes appellations qu'on peut retrouver. Et je pense que c'est très important d'être informé à ce sujet-là pour savoir qui on va voir et ne pas... savoir qui on va voir tout simplement, être sûr de qui on a en face de nous. Et à l'intérieur de ça, il y a encore différentes possibilités. Notamment, je vais parler chez les psychologues. Comme je le disais, la psychanalyse, par exemple, est un courant de la psychologie, mais ce n'est pas le seul. Et en fait, chaque psychologue va avoir son orientation théorique. Il en existe plusieurs. En fait, les formations en psychologie à la fac ne sont pas la même dans toutes les universités. C'est pas comme le bac où c'est un programme et que c'est partout le même. En fait, chaque fac, suivant son offre, cette fameuse orientation théorique, va avoir son programme. C'est un peu comme des courants de pensée, parce que la psychologie, à la base, est issue de la philosophie. Et donc, en fonction de son orientation théorique, le psychologue ne va pas du tout adopter la même posture en thérapie, ne va pas agir de la même façon, ne va pas prendre la problématique de la personne de la même façon. Ce sont vraiment des façons de penser la difficulté du patient et de tenter de la résoudre qui sont différentes. Et ça peut être important aussi de se renseigner pour le patient, parce que par exemple, si vous avez un trouble anxieux, une phobie, que vous voulez la traiter assez rapidement, que vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait les thérapies dynamiques, que vous voulez un thérapeute en face de vous qui soit actif, qui vous donne des exercices, je vous orienterai plutôt vers une TCC, une thérapie cognitive et comportementale, et pas une psychanalyse où vous allez être sur le divan face à un thérapeute qui va très peu parler et très peu être dans l'action. Donc voilà, à l'intérieur de tout ça, c'est important aussi, même quand vous êtes sûr que vous allez bien voir un psychologue, de savoir un petit peu quelle est son orientation, quelle pratique il a et si ça vous correspond à vous, à vos attentes, à votre problématique. Ah, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'un intitulé, ça peut tout changer. Et moi, je sais que je recevais souvent des messages et même mes amis qui me disaient « Non, mais moi, je ne veux pas aller voir une psychologue parce que je ne veux pas rester sur un divan à ne pas... » avec quelqu'un qui n'échange pas avec moi. Et voilà, en fait, c'est juste que chacun a sa technique, on va dire, et il faut trouver et l'adapter. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent « Oui, mais j'ai peur d'un psychologue, j'ai peur que parfois, en fait, elle empire plus qu'autre chose, la chose. » Mais il y a aussi, je pense que c'est comme tout, il y a des personnes qui peuvent nous convenir et d'autres qui ne nous conviennent pas. Et comment est-ce qu'il y a des signes qui font que, on sent que c'est pas un professionnel pour nous? Alors ça, c'est un point très important que tu soulèves là, parce que il faut savoir que les recherches actuelles montrent que ce qui est facteur de réussite dans un processus thérapeutique, ce n'est pas les outils utilisés par le thérapeute, c'est l'alliance thérapeutique. Donc l'alliance thérapeutique, on peut le définir comme la relation entre le patient et le thérapeute. Et que c'est finalement cette relation qui va être vecteur de changement. C'est à l'intérieur de cette relation et grâce à cette relation que le thérapeute va pouvoir utiliser ces outils et qu'ils vont pouvoir être efficients. Ça, ce sont les recherches scientifiques actuelles qui mettent ça en avant. Et moi, je le constate vraiment dans mes consultations, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne alliance thérapeutique et c'est pour ça que ne vous sentez pas piégé si vous allez voir un psychologue ou un psychothérapeute et que vous ne sentez pas ce feeling
vous vous sentez pas bien avec. Parfois, il n'y a pas d'explication, c'est deux êtres humains qui se rencontrent, c'est l'histoire d'une rencontre. Donc parfois, ça ne veut pas dire que le psychologue est mauvais, ça veut tout simplement dire qu'il est peut-être pas fait pour vous. Mais en tout cas, c'est important que vous vous sentiez à l'aise avec le thérapeute, parce que c'est vraiment dans cette relation que tout va pouvoir se faire. Donc il ne faut pas hésiter finalement à aller en voir plusieurs. C'est un peu comme du bon chocolat. Parfois, il faut acheter plusieurs tablettes pour savoir laquelle on préfère. Et ben, c'est la même chose. Il ne faut pas se sentir... On se rend pas compte, mais on s'auto-manipule beaucoup. Et la notion d'engagement, parfois, quand on a fait un pas, ça s'appelle en technique de manipulation le pied à la porte. Quand on a déjà un pied dans la porte, on a du mal à le retirer. Et vraiment, il faut essayer de s'extraire de ça. Et c'est pas parce que vous avez eu un premier rendez-vous, ou même 2, 3, 4 avec un thérapeute, que vous êtes condamné à faire votre thérapie avec, puisque si vous ne vous sentez pas à l'aise, ça ne fonctionnera pas. Et donc, comme je disais, c'est aussi une histoire de rencontre, de transfert, de contre-transfert. Il y a beaucoup tout ça qui se joue dans une rencontre thérapeutique. Donc, bien sûr, il y a les outils du thérapeute, mais ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est que maintenant, quand on prend rendez-vous sur des plateformes comme Doctolib, etc., on ne sait pas vraiment la personne qu'on va avoir en face de nous. Et c'est vrai que on en reparlera, mais moi qui pratique la visioconsultation et qui ai un compte Instagram, justement, je voulais démocratiser un petit peu tout ça. Et les personnes finalement qui me contactent sont rassurées de m'avoir vu avant. Par exemple, dans mes lives Instagram, etc., elles ont un petit peu une idée de à qui elles ont affaire. Et souvent, ça crée que l'alliance thérapeutique se fait très vite. Mais souvent aussi, les personnes qui sont jamais allées voir un psychologue, en fait, ils savent pas du tout à quoi s'attendre. Ils trouvent que c'est un peu, voilà, on a peur du cabinet qu'on voit quand on regarde un film, en fait. Et en fait, il y a un grand écart par rapport à ce qu'on peut nous montrer à la télé ou voilà. Tout à fait, surtout avec la visioconsultation où maintenant finalement vous pouvez même être dans votre canapé pour consulter. Parce que c'est pas l'endroit qui est vecteur de réussite et de changement. Comme je disais, c'est la relation et ce qui va pouvoir être utilisé dedans. Mais c'est vrai que les personnes ne savent pas comment ça se passe. Moi, j'ai souvent la question, mais comment se passe une première consultation ? Les personnes ont besoin de savoir ça pour être un petit peu rassurées. Alors, comme je le dis toujours, il n'y a pas une réponse unique, parce que les psychologues sont avant tout des êtres humains, donc sont tous différents. Et comme je le disais tout à l'heure, en lien avec ces orientations théoriques aussi qui sont différentes, chacun va avoir une façon de fonctionner qui peut être différente. Donc, il n'y aura pas une seule réponse. Mais généralement, la première consultation, c'est justement celle qui permet de voir si l'alliance thérapeutique est possible. C'est une rencontre entre deux personnes. Donc, on va vous demander généralement de nous dire ce qui vous amène à nous, de nous parler un petit peu de votre problématique. Et on va commencer à en discuter ensemble. Mais vous pouvez y aller tranquillement, ce n'est pas un interrogatoire. Normalement, vous n'allez pas vous retrouver face à quelqu'un qui ne va pas du tout parler, puisque même en général en psychanalyse, les premiers rendez-vous sont en face à face pour explorer un petit peu la problématique du patient et ensuite il passe sur le divan. Mais généralement, la première consultation, sert à ça. Voyez-le vraiment comme une rencontre entre deux personnes et ne soyez pas stressés et gardez bien en tête que si ça ne vous convient pas, si vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas prisonnier et vous pouvez tout à fait ne pas revenir. Il y a aussi une notion d'être prêt. C'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a un moment donné, quelque chose qui se passe, qui se produit, qui fait qu'à ce moment-là, on a envie de franchir le pas. Et parfois, même si on a beau entendre des choses à l'extérieur, notre entourage qui va nous dire « Ah, mais tu devrais consulter », aussi la pression de la société, dès que ça va pas, il faut consulter. Il faut être prêt. Moi, je dis toujours, il faut être prêt parce que c'est quand... je dis ça par rapport à tout à l'heure quand tu m'as dit que certains avaient peur que voir un psychologue, ça pouvait aggraver leurs problématiques. Il faut prendre conscience qu'un processus psychothérapeutique, c'est pas une croisière. Et que parfois... on va effectivement toucher des choses qui ne sont pas évidentes, mais qu'il est nécessaire de toucher pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez, donc à un mieux-être. Et parfois, ce sont des choses auxquelles vous n'aviez même pas pensé avant. Parce que justement, l'esprit, le cerveau est très bien foutu et il met en place tout un tas de choses pour se protéger émotionnellement, notamment même quand on est enfant. Il met en place des mécanismes de défense, tout un tas de choses qui sont là pour se protéger. Et nous, c'est un petit peu notre rôle d'aller titiller ces mécanismes de là et de dire mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir ça ? Et parce que le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'avoir ça.
Mais donc effectivement, c'est pas une croisière, une psychothérapie. Ça peut être un petit peu remuant, donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut être prêt. Et après, ça, c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont peur d'aller voir un psychologue, de peur en fait que tout ressorte, des choses sur lesquelles ils s'y attendent pas. Et ça peut faire peur parce que ça peut être douloureux. Mais après, il faut se dire que parfois, c'est un peu un mal pour un bien. C'est que pour derrière, on peut aller mieux en fait. Parfois, il faut travailler là-dessus pour pouvoir aller mieux derrière. En fait, ce qui est important, c'est que ça peut faire peur, mais moi j'utilise toujours l'image du rideau. C'est un peu comme s'il y avait un rideau au fond de votre tête et qu'on cache derrière tout ce qui ne va pas, tout est enfoui, lapsus révélateur d'ailleurs, on s'enfuit par rapport à ça. Mais à un moment donné, le rideau s'ouvre. Il va y avoir un élément déclencheur qui va faire appel dans votre mémoire à certaines choses qui se sont passées. Et parfois, c'est pour ça que dans le quotidien, vous n'arrivez pas à avancer ou à vous extraire de situations que vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce qu'il y a tous ces blocages qui sont là et qui sont parfois inconscients. Donc ça peut faire peur, mais dites-vous qu'il vaut mieux que ce soit quelque chose qui ressorte justement dans un cadre psychothérapeutique avec quelqu'un qui est là pour vous aider à le gérer, avec quelqu'un qui est là pour vous accompagner. C'est toujours mieux que si ça ressort à un moment donné où vous n'êtes pas du tout préparé et où vous êtes seul pour l'affronter. Parce qu'en général, on ne peut pas tout cacher ad vitam aeternam. Ça ressort toujours. C'est sûr. Et il y a aussi ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander de l'aide, mais selon ce qu'on traverse dans la vie, il ne faut pas oublier que c'est très compliqué de pouvoir s'en sortir seul, et c'est pas montrer en fait une quelconque faiblesse d'aller voir quelqu'un. Au contraire, et c'est ce que je disais, j'en ai parlé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, en fait c'est des personnes qui sont très fortes, qui sont courageuses, qui viennent voir des psychologues parce qu'ils sont prêts à faire un travail sur eux et pour eux et aussi pour leur entourage, parce que ça c'est très important aussi. Comme tu le disais, parfois on accumule et on peut exploser et ça peut impacter énormément notre entourage, et il faut penser aussi à ça. Tout à fait, mais ça fait partie en fait des clichés qui sont véhiculés sur la psychologie. Il y en a énormément, mais le premier cliché c'est que les psychologues c'est pour les fous. Et que non, je vais pas aller voir un psy, je suis pas fou. Mais en fait, sachez quand même qu'en psychologie, j'ai fait tout à l'heure la distinction entre les psychologues et les psychiatres. Donc sachez quand même que les psychologues reçoivent en majorité des gens qui n'ont aucune psychopathologie. En majorité, on reçoit des gens qui ont soit besoin d'un soutien et d'un accompagnement ponctuel à un moment donné de leur vie, pour un deuil, pour quelque chose comme ça, mais aussi on vous accompagne pour aller vers ce à quoi vous tendez, vers un mieux-être. Donc ça peut être un travail sur l'estime de soi, sur l'affirmation de soi, ça peut être tout ce travail-là, des problématiques aussi en lien avec le relationnel, des personnes qui se trouvent dans des schémas relationnels qui se répètent, qui ne leur conviennent pas, qui ne comprennent pas pourquoi ça se répète. Et dans ces cas-là, on travaille avec eux, par exemple, tout le transgénérationnel, parce qu'il y a tout ça aussi, le transgénérationnel qui rentre en compte. En fait, on essaye souvent de s'en sortir tout seul. Il y a des personnes qui y arrivent très bien. Ça dépend aussi des problématiques. Et on pense aussi dans les clichés véhiculés par le psychologue que le psychologue, il est juste là pour écouter et pour soutenir émotionnellement. Mais c'est faux. Si on faisait 5 ans d'études seulement pour écouter, sincèrement, je trouverais ça très long. On apprend des outils qui sont extrêmement pointus en fonction de chacune des difficultés qu'on peut rencontrer. Et ces outils-là, on les met à votre disposition. Donc par exemple, le transgénérationnel, c'est un exemple. Quand il y a des schémas relationnels qui se répètent et que tout d'un coup on fait un génogramme et qu'on remonte sur plusieurs générations et qu'on se rend compte par exemple que sur toutes les générations il y a eu au moins une personne alcoolique, ça met en lumière toute une vérité qui était totalement inconsciente pour le patient. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais effectivement, les clichés sur la psychologie et sur les psychologues, il y en a beaucoup. Et ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire mon compte Instagram pour faire voler en éclats un petit peu tous ces clichés sur les psychologues. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'épreuves que tes patients traversent et sur lesquelles tu les aides à aller mieux ? Alors, je vais donner quelques exemples, j'en ai déjà donné plus haut, mais globalement, on peut avoir des personnes qui sont en deuil. Donc, quand je dis deuil, c'est assez large, c'est-à-dire ça peut être la perte d'une personne proche ou plus éloignée, mais qui affecte la personne. Ça peut être aussi suite à une rupture amoureuse, puisque c'est une forme de deuil.
Ça peut être à cause de difficultés finalement quotidiennes qui ont un poids énorme sur le quotidien de la personne, comme une très faible estime de soi, une difficulté à s'affirmer. Donc ça crée des difficultés dans le travail. Donc dans ces cas-là, on fait vraiment un accompagnement pour tendre vers les objectifs de la personne. Ça, c'est important aussi pour revenir à ce qu'on vous demande pendant la première séance. On essaie de déterminer pourquoi vous êtes là, quelle est votre demande et quels sont vos objectifs. Donc il y a ça, mais il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre des schémas, comme je disais tout à l'heure, des difficultés que les patients rencontrent dans leur vie, mais où ils n'arrivent pas forcément à en trouver l'origine, où ils essayent des choses différentes et ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Donc dans ces cas-là, on va aller creuser pourquoi ce sont des choses qui se répètent, pourquoi la personne a ce fonctionnement-là. Ça peut être aussi des personnes qui ressentent le besoin de mieux se connaître, finalement d'appréhender leur propre fonctionnement pour pouvoir l'utiliser de façon optimale. Ça peut être ça aussi. Et c'est pour aussi des personnes qui traversent des périodes difficiles, qui ont besoin à un moment donné de soutien. Donc ça peut être notamment, je pense par exemple, à la périnatalité, aussi à la période de la grossesse, parce qu'il faut savoir qu'il y a des stades de développement dans la vie. On parle beaucoup des stades de développement pour les enfants, mais en fait il y a des stades de développement toute notre vie. Et par exemple, l'arrivée d'un enfant est un stade qui peut chambouler un couple, qui peut chambouler les parents et qui peut notamment chambouler la maman, voilà, parce que par exemple la grossesse fait ressurgir le lien qu'on a nous avec nos propres parents, le lien qu'on aimerait avoir avec nos enfants, ça peut faire remonter des angoisses, voilà. Toute la période de la périnatalité aussi, parce que l'arrivée d'un enfant, ça peut être compliqué à gérer émotionnellement. Donc je reçois les couples aussi, les familles. Ça peut être aussi des personnes qui ont des troubles anxieux. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en thérapie. Donc notamment des attaques de panique, des crises d'angoisse, des TOC, des phobies, des anxiétés généralisées. Ça peut être aussi pour les patients qui ont des symptômes dépressifs. Voilà, là j'ai donné, c'est pas exhaustif, mais ça permet d'avoir un petit peu une idée assez large finalement de tout ce qui peut être pris en charge en processus psychothérapeutique. Génial. Et donc pour aller un peu plus loin, on va dire, sur un sujet, donc tu m'avais dit aussi que la psychothérapie pouvait participer à l'amélioration de la confiance en soi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que grâce à une thérapie, on peut vraiment apprendre à avoir confiance en soi ? Alors moi, c'est ce que je dis toujours, le manque de confiance en soi et le manque d'affirmation de soi, c'est un peu le mal du siècle. On retrouve cette problématique chez beaucoup de personnes et c'est quelque chose dont on parle de plus en plus aussi dans le grand public. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Donc on parle beaucoup de l'origine de ça. L'origine de ça, souvent, elle se trouve pendant l'enfance et dans le type d'attachement qu'on a eu avec nos figures d'attachement. Donc je vais peut-être pas rentrer en détail là-dedans ici parce que c'est quand même assez complexe. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir l'origine de ça. Mais on travaille aussi sur, moi c'est ce que je dis toujours, j'ai une bonne nouvelle à ça, c'est que ce n'est pas irrémédiable. C'est pas on est avec une mauvaise confiance en soi et on devra partir avec parce que rien ne peut y faire. Non, on peut y faire quelque chose. Ça se travaille. Ça se travaille comme un muscle, au final. Alors au début, ça va pas être naturel, mais petit à petit, l'idée c'est justement que notre système de fonctionnement intègre ce paramètre qui est j'ai confiance en moi. Et donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Donc moi, je ne vais pas en dire, voilà, il n'y en a pas une seule parce que, encore une fois, ça dépend de l'orientation du thérapeute, ça dépend des outils qu'il utilise. Il y a plusieurs outils. Moi, je fonctionne vraiment dans une thérapie active et dynamique où on travaille à la fois le pourquoi, parce que c'est important de comprendre pourquoi cette difficulté est présente, mais où je travaille aussi sur le comment. Parallèlement, en même temps, je travaille sur le comment. Comment est-ce qu'on va faire pour créer une dynamique de changement, une dynamique d'évolution ? Et donc, par exemple, on travaille en séance ensemble, mais je donne aussi beaucoup d'exercices à faire à la maison entre les séances pour que ce soit vraiment un travail dynamique et c'est vraiment une collaboration. Dans ces cas-là, la thérapie est vraiment une collaboration entre le patient et le thérapeute. C'est un accompagnement vraiment soutenu.
Ok, donc c'est bien. En plus, on n'est pas livré à nous-mêmes. Derrière, il y a des exercices, des choses à pratiquer parce que je suppose que c'est un travail qui se fait sur le long terme quand même. Ça se fait pas du Tout jour au à fait. lendemain. Et donc, voilà, le fait d'avoir des exercices, c'est pas mal parce qu'on peut entretenir. Parce que c'est vrai qu'aussi, souvent, on va se sentir bien quand on va sortir du cabinet du psychologue. Mais c'est vrai que quand on se retrouve seul à la maison, c'est compliqué. Et le fait d'avoir des exercices, ça peut rassurer aussi la personne qui fait une psychothérapie. Tout à fait. Et puis ça a visé aussi à maintenir une dynamique. Parce que même finalement, alors quand on prend rendez-vous avec un psychologue, qu'on vient au rendez-vous, il y a déjà quelque chose qui se met en place. Parce qu'on est déjà dans cet engagement, le fameux pied à la porte dont je parlais tout à l'heure. Mais parfois, et ça je sais que, alors je vais l'expliquer quand même parce que c'est un processus totalement inconscient, parfois les personnes ont l'impression de vouloir changer, mais il y a des processus inconscients qui sont là et qui font que finalement la dynamique ne s'enclenche pas. Notamment à cause par exemple de ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'une psychothérapie, c'est pas une croisière parce que nous, hop, on vient mettre un petit coup de pied dans ces bénéfices secondaires, les mettre en lumière. Au début, c'est un peu « ah non, non, mais non, moi je veux aller mieux ». Bien sûr, votre conscient veut aller mieux. Les bénéfices secondaires, c'est par exemple ce qui peut se mettre en place à cause de notre problématique ou de notre symptôme et qui finalement nous plaît bien. Donc ça peut être inconscient, mais par exemple, je vais donner l'exemple le plus cliché, une personne qui va être en dépression, qui par exemple a tout son entourage autour d'elle, qui est inquiet, qui est très, très sympa, très présent, très dans la compassion, et bien ça peut être un bénéfice secondaire qui inconsciemment pour le patient va l'empêcher de rentrer dans un processus de changement par peur inconsciente finalement de perdre cet intérêt qu'ont les personnes autour de lui pour elle. Et parfois aussi, enfin moi je le vois par rapport à mon entourage ou des amis, c'est vrai qu'elles ont vraiment envie d'aller mieux, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où parfois, en fait, elles vont pas passer le cap en fait. Et il y a ce quelque chose, et on le dit souvent, on ne peut pas forcer quelqu'un en fait à aller mieux, Non. il faut qu'elle le décide. Et ça, dans l'interview précédente que j'ai fait avec une réflexologue, elle le disait, il y a des personnes, elles ont besoin d'aller à un stade où vraiment elles en ont marre, et à ce moment-là, elles décideront d'aller mieux. Et c'est un petit peu triste, mais ça, c'est propre à chacun. Oui. Et... C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être prêt. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je reçois souvent des demandes pour des thérapies de couple de la part d'une des deux personnes du couple, en me disant « oui, mais mon mari ou ma femme ne veut pas, qu'est-ce que je peux faire ?» Ben rien, en fait, parce que cette personne a le droit de ne pas vouloir. Et comme je disais tout à l'heure, il faut être prêt. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre ça en compte, de s'écouter, de prendre son temps. Mais par contre, parfois, il faut savoir aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses, comme on dit. Parce que ça ne viendra pas tout seul non plus. Donc c'est pour ça que le fait de prendre rendez-vous, de venir à un premier rendez-vous, c'est déjà se lancer dans une dynamique de changement. Et en fait, pour réorienter vers ce que tu disais, c'est que le fait de ne pas laisser les patients livrés à eux-mêmes entre les séances, mais de maintenir finalement cette dynamique, c'est important aussi, voilà, pour ça. Et si parmi les auditeurs, il y a une personne qui est confrontée à quelqu'un dans son entourage qui ne va pas bien et qui ne sait pas comment en fait l'aider, est-ce qu'on peut lui donner des clés, des choses si tu fais ça, peut-être que voilà, elle va peut-être plus avoir envie d'aller voir un psychologue, ou toi tu lui conseillerais de la laisser tranquille et... Moi, je conseillerais un entre-deux. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas bien, essayez dans un premier temps d'être présent pour cette personne, de lui montrer que vous êtes présent, que vous êtes à son écoute. Mais si cette personne, elle n'est pas prête à faire la démarche d'une psychothérapie, il ne faut pas insister parce que, comme on disait, ça doit venir de la personne. Par contre, vous pouvez lui donner des informations que peut-être cette personne n'a pas, comme par exemple détruire tous les clichés sur les psychologues. Parce que voilà, comme tu disais tout à l'heure, parfois des personnes ne vont pas oser faire ce premier pas, non pas vraiment parce qu'elles ne sont pas prêtes, mais parce qu'elles ont entendu tout un tas de choses sur les psychologues ou sur la psychologie, ou parce qu'elles se disent « mais non, mais je suis pas fou, enfin je vais pas mal à ce point-là, je me sens pas légitime à aller consulter finalement ». Alors que comme je le disais, 90% de nos patients n'ont aucune psychopathologie.
et qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide et qu'on n'est pas là que pour les personnes qui ont les psychopathologies ou les pathologies les plus graves. Pas du tout. On est là pour vous accompagner parfois momentanément dans un moment de votre vie qui est difficile à traverser. C'est pour ça que c'est très important de démocratiser tout ça pour que le bon message soit transmis et qu'il n'y ait plus ces mauvaises idées, on va dire. Tout à fait. Et c'est encore un long travail, mais je trouve ça très bien que les psychologues de la nouvelle génération se lancent dans ce projet, parce que voilà, je ne suis pas la seule, hein, on est plusieurs sur Instagram. Et c'est vrai que ça permet, voilà, on s'appelle les psychologues 2.0, et ça permet de sortir un peu du cabinet poussiéreux, entre guillemets, et de pouvoir démocratiser la psychologie et la rendre plus accessible à tout le monde et que tout le monde puisse en avoir une vision finalement au plus juste de ce que c'est. Pour conclure l'interview, je voulais poser 3 petites questions. Donc la première question, est-ce que tu peux nous donner un titre de livre qui a par exemple changé ta vie, s'il y en a un? Alors changer ma vie peut-être pas, mais il y a un livre que j'aime beaucoup et que je conseille à tout le monde. Ça s'appelle, le nom va vous faire sourire, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et en fait, ce livre m'a beaucoup marqué parce que donc c'est écrit par un psychologue social qui s'appelle Jules, entre autres. Et c'est un livre qui nous permet de constater à quel point nous-mêmes, on s'auto-manipule tout le temps. Et le fait de prendre conscience, en fait j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure du pied à la porte. Ça c'est quelque chose que vous retrouvez dans ce livre. Toutes les techniques de manipulation qu'on peut utiliser consciemment sur les autres, mais que finalement, on se rend compte en lisant ce livre qu'on utilise tout le temps sur nous-mêmes inconsciemment. Et prendre conscience de ça, ça permet vraiment de ne plus se laisser se manipuler soi-même déjà, de ne plus laisser les autres nous manipuler, et de parfois, dans certaines situations, savoir prendre le dessus pour pouvoir avoir ce que nous, on souhaite. Mais évidemment, comme son nom l'indique, à l'usage des honnêtes gens, ce n'est jamais pour être fait avec malveillance. Ça rejoint quelque chose en développement personnel. Alors, je ne pense pas qu'en psychologie, c'est ce terme-là, mais on parle en développement personnel de l'ego. En fait, c'est notre ego qui en fait, nous manipule. On se cache, notre vrai nous se cache derrière notre ego. Je ne sais pas si c'est le même principe. C'est le même principe, tout à fait. C'est un peu l'idée, par exemple, dans le livre, il y a un exemple qui est très parlant. C'est 2 personnes qui vont à un même spectacle. Il y a une personne qui a eu une entrée gratuite et une personne qui a payé son entrée. Le spectacle est nul. La personne qui n'a pas payé va partir. Parce qu'au final, elle ne s'est pas engagée. Et la personne qui a payé le spectacle, non seulement elle va rester jusqu'au bout, mais du coup, elle va rater une soirée entre amis, puis elle va devoir rentrer à pied parce qu'il n'y aura pas de bus. Et toute la soirée, en fait, est un enchaînement d'auto-manipulation et de pouvoir de l'auto-engagement. Et que finalement, quand on prend conscience de ça, ça permet de se détacher de beaucoup de choses et de finalement reprendre le contrôle et de ne pas laisser, voilà, par exemple, ce qu'on appelle l'ego en développement personnel, prendre le dessus finalement. Très intéressant. Alors, question suivante. As-tu une citation qui t'a marqué et que tu aimerais partager avec nous? Alors oui, il y a une citation que j'aime vraiment beaucoup. Et ce, bien avant d'être psychologue, hein. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais au collège, j'avais écrit cette citation sur mon agenda. Donc c'est une citation de Roosevelt qui dit « Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir ». Et ça a été un petit peu mon mantra, en fait, pendant des années, pour me motiver à essayer tout ce que je voulais essayer, à prendre des risques, parce que pour moi, c'est toujours important d'essayer. Et c'est vrai que tant qu'on n'essaie pas de réussir, eh bien, ça ne peut pas se produire. Donc voilà, c'est ma citation préférée et je pense que ça le restera encore pour de nombreuses années, si ce n'est pas à vie. Très vrai. Alors, dernière question. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus ou qui souhaitent tester la psychothérapie, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Les réseaux sociaux et aussi, tu nous as dit que tu faisais des psychothérapies à distance. Tout à fait. Alors déjà, vous pouvez aller consulter mon site internet pour avoir plus d'informations, plus de détails. Il y a quelques articles sur ce que je pratique, sur notamment ce dont on a parlé, sur comment choisir son thérapeute. Il y a un article sur mon site internet à ce sujet-là. Donc mon site internet, c'est psychologue-du6lauranicole.com. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Donc cette fois-ci, c'est psychologue-du-8 Laura Nicole.
Et vous pouvez également me joindre par mail à psychologue.lauranicole@gmail.com. Et vous avez sur mon site internet un formulaire de contact où vous pouvez également me contacter directement par mail ou sur Instagram également, je vous répondrai. Super, et merci beaucoup Laura, c'était très intéressant, merci mille fois. Merci à toi pour l'accueil et pour le partage. Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Vous trouverez également le lien de la page Instagram de Laura ainsi que son site internet. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. À très vite.